notre aparté sur Telegram hier après-midi. Non seulement la crise, c'est un moment difficile à passer, mais l'après 11 mai va pas être simple non plus. Il va vraiment falloir anticiper les messages que l'on va faire passer. C'est pour ça qu'on a voulu traiter de ce sujet maintenant. On aurait pu le faire plus tôt. Donc voilà, donc merci à Carole Giraud, qui est la fondatrice d'Agence C, mais je vais te laisser te présenter de l'animer. Carole a prévu des slides qu'on va défiler pendant la présentation et on téléchargera sur notre site dans la rubrique ressources, comme d'habitude. C'est une conférence qui va durer 30 minutes. On prévoit un bon moment, un bon temps de questions à la fin, donc n'hésitez pas à les poser soit sur le chat de Teams, soit en direct, voilà, via la vidéo. La conférence est enregistrée, elle sera aussi diffusée sur notre site internet, donc vous pouvez la partager avec vos équipes sans problème après. Et pendant la présentation, pour un meilleur confort, n'hésitez pas à couper vos micros, sauf si vous avez des questions à poser à Carole, mais ça sera plus confortable. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Carole, je te donne la main. Je te remercie, Mathias. Bonjour à tous. C'est assez étrange de faire un webinaire en ne voyant pas toutes les personnes présentes. Et donc ça, c'est déjà un des grands changements de ces bouleversements. Donc, je suis cofondatrice d'Agencé, qui est une agence qui s'est spécialisée sur comment est-ce que les marques peuvent devenir plus conscientes. Alors, soit d'un côté, via un sourcing plus équitable, des collections, on va dire, plus en phase avec ce qu'attend la mode depuis même avant la crise. Et pour ma part, un accompagnement des marques vers un branding fort, mais en phase avec ce qu'attendent aujourd'hui nous-mêmes déjà, les consommateurs, les clients, c'est-à-dire beaucoup plus de conscience, et on y reviendra tout à l'heure. J'ai également une agence où je fais travailler de jeunes artistes, parce qu'on parle de contenu, mais aujourd'hui, il y a des jeunes artistes, et donc ça, c'est ma deuxième agence. Et nous avons créé pendant la crise, donc c'est pour ça que la crise est aussi toujours une opportunité, le mouvement Résilience, qui a pour ambition de faire retravailler la filière du textile français. Et donc, nous produisons des masques. Donc, on va produire 22 millions de masques d'ici juillet. Déjà, 700 000 ont été livrés. Et donc, ça, c'est le nouveau projet, mais on en reparlera tout à l'heure, en tout cas en ce qui vous concerne. Alors, quelle prise de parole après le 11 mai? Donc, moi, ce que je vous proposais, c'est trois points. Le premier point, quand même, revenir sur le contexte. On parle de la crise, est-ce qu'il y aura vraiment une après-crise? Et revenir un peu sur un retour d'expérience. Demain, le 11 mai, comment est-ce que les marques vont acter le changement? Et mes conseils. Si effectivement on peut couper les micros, ce serait parfait, si je puis me permettre. Et la troisième chose, aujourd'hui, le 21 avril, quels que soient les métiers que nous avons, qu'est-ce que vous pouvez déjà désormais commencer à faire? Alors, le contexte, est-ce que véritablement il y aura un back to business? Ce ne sera forcément pas comme d'habitude. Alors, j'ai pris une quote d'une historienne de la mode qui dit que, bon, effectivement, tout le monde ne va pas forcément survivre à la crise, mais en tout cas, celles qui vont réussir à passer ce changement qui est inhérent et qui a été déjà un peu amorcé dans la mode vont dépendre de comment est-ce que finalement tout le monde va anticiper comment le client va consommer demain. Juste pour revenir très rapidement, je dirais, pour schématiser, il y a eu 3 façons de gérer la crise dans notre industrie. La première, certaines marques ont reconnu qu'il se passait quelque chose. Donc, dans leur communication et leur prise de parole, ils ont intégré la quarantaine, le confinement, comment est-ce que leur marque, en tout cas la mode, pouvait s'insérer là-dedans. Donc là, j'ai pris l'exemple d'American Vintage. Il y a des marques, alors nombreuses, qui ont justement plutôt ancré un projet latéral. Donc là, j'ai mis l'exemple des masques Chantel, New Balance qui a fait un masque, ou Veil qui a mis en avant justement tout son outil de production à la fabrique de masques. Et puis, vous avez des marques qui ont communiqué à la marge. Donc, j'ai pris l'exemple de Net-à-Porter qui finalement aujourd'hui, si on va sur le site, c'est un petit peu comme d'habitude. Il y a simplement un point de vigilance sur les achats qui mettront un petit peu plus de temps à être acheminés. Alors, moi, avant de savoir sur quoi communiquer avant le 11 mai,
J'aime beaucoup l'histoire et je voulais revenir un petit peu, c'est très important de s'appuyer sur ce qui s'est passé avant et d'en tirer des grandes leçons, en tout cas des points qui peuvent nous aiguiller sur qu'est-ce que nous allons devoir faire désormais. Alors j'ai pris ces 3 images en exemple, qui sont 3 images liées après la 2 Guerre mondiale. Alors à gauche, c'est une femme qui avait, conçu sa robe de mariée avec la toile de parachute qui avait sauvé son mari. Et puis sur la droite, vous avez 2 grandes tendances assez finalement différentes qui sont dégagées, après cette 2 Guerre mondiale. Les femmes qui ont porté massivement des pantalons parce que lorsqu'elles étaient dans les usines, elles ont porté des pantalons, donc c'est devenu quelque chose d'habituel et qui est rentré dans la mode, puisqu'on va l'appeler la mode. Et de l'autre côté, le New Look par Christian Dior, qui était un petit peu à contre-courant de ces pantalons. Un peu plus proche de nous, 2008 a été une crise majeure, également, dans le monde et dans notre industrie. Et il y a 4 grandes tendances finalement qui se sont dégagées et 2 qui, alors j'ai mis un yin et un yang parce que j'aime pas les opposer, mais qui se sont complétées. D'un côté, une grande tendance qui a émergé qui est le normcore, où on est venu à des choses, plus simples, plus naturelles et dans le style, dans les collections, mais aussi, dans l'imagerie. Le made in, ça a été le début de la reconquête finalement de nos outils de production, de notre savoir-faire et notamment en France. Et puis de l'autre côté, la digitalisation qui s'est accélérée, de plus en plus, de marketplaces qui se sont développés, notamment des marketplaces axés mode et puis la fast fashion qui a accéléré son mouvement et qui a voulu offrir après 2008 la mode accessible. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que, dès maintenant et on le voit aujourd'hui dans les premières études qui commencent à sortir, votre client va devoir faire des choix. C'est-à-dire demain, l'emploi ne va pas, on ne sait pas ce que nous allons devenir, que nous soyons indépendants, que nous soyons salariés. Donc finalement, notre pouvoir d'achat en ce qui concerne la mode, parce que la mode restera et ça restera toujours une appétence, c'est quelque chose qui est ancré dans nos cultures, il va devoir faire des choix. Donc ça, c'était une quote de la CEO de Coach en 2008 qui disait le wow factor, c'est-à-dire ce qui va surprendre le client, va aider le client à faire son choix quand demain il va se retrouver face à toutes ces marques qui étaient là avant la crise. Alors j'ai mis ces 2 images parce que vous le savez tous, je pense aujourd'hui, il y a 2 tendances. Alors, j'aurais pu vous mettre tous les articles, en ce moment, que nous trouvons, qui se dégagent. Certains disent alors, ça va être la grande tendance du homeware, du survêtement, des vêtements, où on est bien parce que justement il y a une reconquête de la maison. Et puis d'un autre côté, on le voit aussi, ça avait commencé avant cette crise sanitaire. On se disait: «Oui, mais on a envie d'être plus habillé, on a envie de tailleur, on a envie de chaussures». On l'a vu avec le retour du mocassin. Mais en l'occurrence, une chose est certaine, que ce soit l'une ou l'autre tendance ou les 2, le retour d'expérience, quand on regarde, dans le rétroviseur en 2008, après une crise, on a besoin de se rassurer et d'aller vers ce que l'on connaît, vers des fondamentaux. Burberry a repris la parole sur son trench et a martelé son trench. Donc là, on voit Emma Watson ou bien le shooting de Testino. C'était un retour fondamental à la fois son imprimé et à son trench. Ramener le client vers ce qui le rassure chez la marque. Moi, à l'époque, j'étais chez Nike et je sais que j'ai une de mes amies qui participe en ce moment aussi à ce webinaire et qui pourra en témoigner. En 2008, on a dû leader le nouveau l'après-crise et une chose a été fondamentale, il fallait que le client, le consommateur se rassure et revienne vers l'ADN de la marque, donc en nommant les produits et en toujours tournant les collections, les prises de parole en communication sur les icônes de la marque. Alors, j'ai envie de dire, on est dans une industrie qui est extraordinaire puisqu'elle arrive à capter de manière inconsciente ce qu'il va se passer. Donc, j'ai mis ces 3 photos. Donc, on voit le défilé de Marine Serre, on voit ici la cagoule Gucci, on voit le masque Off-White. La mode nous a déjà donné des signes, des prises de parole que nous devions commencer à faire, qu'il va falloir sans doute accélérer pour aller plus loin et rester ici et rester tout de même fort après ce bouleversement fondamental. J'ai mis futur d'expérience parce que effectivement la mode nous emmène, quand on la lit et qu'on la suit, toujours vers le futur. Les grandes tendances qui se sont dégagées jusqu'à présent, c'est la digitalisation.
Alors, la digitalisation, c'est pas uniquement avoir un site e-commerce, c'est comment est-ce qu'on fait rayonner notre marque à travers les réseaux sociaux, les marketplaces et puis des innovations. L'incarnation, et on y reviendra, une marque a besoin d'être incarnée. Donc là, j'ai mis Morgane Césaloris, mais ça peut être une incarnation aussi des personnes qui travaillent dans l'entreprise, de vos fabricants, et ça a commencé à prendre la parole en termes de communication. On veut voir le vrai, on veut savoir ce qui se passe derrière, et cette transparence était quelque chose qui était déjà bien présente. L'upcycling, la durabilité, on ne revient pas sur tous ces mouvements dans la mode de comment être équitable, comment être plus propre, avoir une mode plus propre. La transmission, alors j'ai pris la campagne d'Éric Bompard où on voyait plusieurs générations, c'est quelque chose qui arrivait aussi de façon forte. Le vintage, les communautés bien sûr, et fewer better. De façon de plus en plus forte, on avait envie de consommer des produits plus qualitatifs, quitte à consommer moins. Futur d'expérience, donc vous avez, je pense, tous vu, alors on a appelé ça le coup de gueule de Giorgio Armani. Alors ça peut sembler facile parce qu'il a connu les années fastes de la mode, mais en tout cas, ce monsieur-là dit très clairement que les choses doivent être différentes. Et puis, on peut pas ignorer ce qui est en train de se passer en ce moment avec les engagements des leaders de tendance dans la mode. Donc, si on devait faire un point avant de se dire comment communiquer à partir du 11 mai, il y a 4 choses qui sont extrêmement importantes à retenir. J'aime pas le mot tendance, mais en termes de marqueurs de prise de parole, c'est la durabilité, des produits de qualité, l'humain au centre de cette mode et l'ADN des marques. Alors demain, le 11 mai, je me permets de boire un peu d'eau. Demain, le 11 mai, une chose est sûre, c'est que toutes les marques, nous allons devoir acter le changement. Nous allons devoir accompagner nos consommateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, le revenu disponible de chacun. Nous allons devoir faire des choix. Et ces choix-là vont devoir ancrer un changement. On ne peut pas passer à côté de toutes ces annulations de Fashion Week, j'ai mis en exemple, de tout les personnes qui se disent mais est-ce que demain notre style vestimentaire va changer? Et puis de choses qui se sont passées aussi assez importantes. Hop. Attendez. Typiquement, la PETA qui s'invite au capital de Kering, de Burberry et Ralph Lauren, donc c'est assez symbolique. Ça, je vous ai mis, donc c'est Ice Nobity qui a sorti une des premières études là pendant le Covid sur qu'est-ce qu'attendent finalement les consommateurs demain. Donc on les a sollicités. Et il y a 2 grandes tendances qui sortent, qui ne sont pas surprenantes. Une, c'est que les clients, les consommateurs sont très sensibles à ce que les marques font en ce moment, donc la réaction des marques pendant la crise. Et de l'autre côté, une envie de produits de qualité. Les écueils à éviter, alors je suis une communicante et je dis toujours dans mes conseils, il ne faut jamais dire ou écrire de choses négatives. Mais là, c'est pour moi extrêmement important de donner les écueils à éviter. À mon sens et au sens des personnes avec lesquelles j'ai échangé jusqu'à présent, ne pas parler après le 11 mai, ne pas acter le changement est une erreur. Nier qu'il s'est passé quelque chose est une erreur. Faire semblant que tout va bien serait évidemment une erreur. Faire comme avant serait aussi une erreur, même si beaucoup de marques ont déjà commencé à changer, il faut quand même le dire. Et faire semblant que l'on change est également une erreur. Avant de venir sur des points un peu plus précis d'axes de communication, les points forts de la communication aujourd'hui post-crise dans nos métiers sont, alors moi ma slide, je vais grandir parce que tout est petit ici. Que je suis sur mon téléphone, ma caméra de mon Mac m'a lâché. Les points forts de la communication post-crise dans nos métiers, la première chose, il va falloir acter et rassurer vos clients. Les marques qui ont des magasins, qui ont du retail, on ne sait pas à quel rythme les boutiques vont réouvrir, mais à partir du moment où elles vont réouvrir, on sait que ces fameux gestes barrières, cette distanciation sociale va malheureusement être présente pendant encore quelques mois, tant que les solutions sanitaires ne seront pas
plus rassurante. Et donc, le jour où les boutiques vont commencer à réouvrir, j'ai eu des échanges justement avec des retailers. Il va falloir déjà rassurer vos clients, dire voilà, on a pris telle disposition, on a fait en sorte qu'une cabine sur deux soit fermée, que le rythme dans nos magasins, seulement 10 personnes pourront rentrer dans le magasin. Et puis aussi rassurer et avoir de l'affectif dans la communication, quel que soit finalement le média. J'ai mis des exemples, soyez sincères, dites vous nous avez manqué ou nos productions sont à l'arrêt, mais je pense que la transparence et l'humanité sera essentielle pour faire partager aux clients que oui, ça va être compliqué, mais que l'on a besoin d'eux et qu'on est content quand même de réouvrir. Fabriquer différemment, je pense que même si c'est humble, il va falloir montrer que, les marques ont envie d'être plus responsables, plus de transparence, peut-être un élan de relocalisation. Alors, si c'est pas en France, peut-être amener les collections, en tout cas la production de certaines parties de collection. Montrer que vous avez acté le changement et que vous comprenez que ce monde-là a besoin de la mode pour changer. Je parle de customisation, d'upcycling et de vintage. Pourquoi? Parce que montrer un élan d'arrêt du gaspillage est important. On y reviendra sur des exemples plus concrets, mais aujourd'hui, quand on demande à nos communautés de partager des looks ou de partager leurs achats, je pense que pour aussi amener petit à petit à nos communautés, les influenceurs, parce qu'ils sont aujourd'hui encore des leviers dans notre industrie, de prendre la parole et de dire, bah voilà, j'ai retrouvé cette pièce vintage de telle marque. En tout cas, d'avoir un élan de faire avec ce qui s'est passé dans vos collections pour les marques qui sont un petit peu plus ancrées dans l'histoire. Et puis les équipes, l'adaptation des métiers, mettre en avant ceux qui font aujourd'hui dans vos marques, montrer aussi peut-être les changements que vous allez devoir faire en interne pour conserver vos équipes. Il n'est pas inconcevable qu'un commercial aujourd'hui qui aujourd'hui vend en showroom et qui demain ne pourra peut-être plus vendre au showroom pendant quelques semaines, prenne la parole, je ne sais pas, devienne un peu plus community manager. En tout cas, montrer de plus en plus vos équipes. J'essaye d'avancer parce que le temps passe vite. Mathias, freine-moi ou Non, non, on accélère-moi est bon, hein. Non, avec non, des... on est parfait. On est parfait. Tu es à la D'accord. moitié du temps de présentation, donc tu vois, il te reste un quart d'heure. C'est parfait. Bon, bon, super. Merci beaucoup, Mathias. Je t'en prie. Alors, j'ai essayé et je suis navrée, mais de simplifier les choses parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a peut-être plusieurs euh, types de marques qui sont à l'écoute. Donc, j'ai pour moi vu à la fois, d'un côté, des grandes marques qui ont une histoire longue, qui ont des marqueurs forts, des collections plus larges et de larges communautés, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis d'un autre côté, on a des marques qui ont des histoires plus jeunes, des collections forcément, plus courtes, des communautés en construction, donc des communautés sur Instagram, entre 10 et 30 000 followers, mais qui sont novateurs et qui ont déjà commencé à prendre la parole de manière très transparente sur leur fabrication, leurs outils de production. J'ai appelé ça le 20-80. Alors, pour moi, il y a deux axes de communication importants. D'un côté, un axe sur ancré sur les fondamentaux des collections, et d'un autre côté du prisme de la communication, ancrer justement cette communication sur l'humain. Et à mon sens, alors attendez, je reviens juste avant. Voilà. Les marques qui aujourd'hui ont une longue histoire vont devoir balancer en termes de communication 80% sur leur collection, et on va voir comment, et peut-être 20% sur ce que j'ai appelé la communication tournée vers l'humain. Et les marques qui ont un petit peu moins de marqueurs auprès des consommateurs vont sans doute devoir plus axer 80% sur la prise de parole de l'humain et 20% sur leur collection. Je reviens tout de suite. Quand je parle d'ancrer la communication sur l'humain, c'est pour moi humaniser et incarner la prise de parole. Une envie de voir les coulisses, de s'appuyer sur son réseau de base. Les échanges que j'ai commencé justement à avoir avec des plus petites marques, les premières choses qu'elles ont fait, c'est s'appuyer sur leurs amis, sur leurs clients les plus fidèles, sur leurs collaborateurs et leurs fabricants. Et à mon sens, pour avoir des indicateurs de comment prendre la parole
sur incarner vos marques, ce sont toutes les communautés qui aujourd'hui ont été acteurs du début de votre marque. Parmi vous, je pense qu'il y a des marques qui ont peut-être 1 an, 3 ans ou 5 ans et généralement ont toutes commencé avec une micro-communauté qui ont été soit des personnes qui ont participé à l'investissement de votre marque, que ce soit humainement, que ce soit financièrement, ces premiers clients qui ont été fidèles. Et une chose est sûre, c'est qu'il faut, alors j'agrandis, hop, il va falloir davantage compter sur eux, s'appuyer donc sur ces clients fidèles, parler avec le cœur. Aujourd'hui, ce qui va être important, j'ai vu pas mal de comptes Instagram, des marques un peu plus jeunes communiquent beaucoup, je trouve, pendant cette crise sanitaire, de manière très naturelle et très spontanée, font parler leurs équipes. Mais je pense qu'il faut encore plus, après le 11 mai, aller dans ce sens-là. Ce que j'appelle inside out, se montrer, c'est ne pas hésiter à partir du 11 mai à faire prendre la parole. Alors, on a de la chance et qu'aujourd'hui, tous les réseaux nous permettent de prendre la parole en live. C'est-à-dire, on est ravis de vous retrouver, présenter l'équipe si vos clients ne la connaissaient pas. C'est-à-dire que cette marque devienne des gens, mais de manière quasi quotidienne. Et c'est cette prise de parole. Alors après, on peut créer des podcasts, mais très facilement, se regrouper, coopérer, peut-être plusieurs marques qui peuvent aujourd'hui, qui font partie de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, peuvent aussi se dire, bon, on aurait peut-être tendance, si toi tu fais ces pulls-là et moi je suis plutôt sur ça, à se regrouper. En tout cas, à prendre la parole, une parole vraie. Je vais vous montrer des exemples tout de suite après. Donc, j'ai pris des exemples sur trois marques différentes. En haut, vous avez une marque qui communique sur ses ateliers et on voit véritablement comment est-ce qu'ils fabriquent. Et ce besoin de transparence, de toute manière, était inhérent avant la crise. Et c'est un levier de communication numéro un. Là, je vous ai mis une photo de notre feed Instagram parce qu'aujourd'hui, si on vient nous chercher, nous, c'est parce qu'on prône cela. On montre les vrais gens qui font les vêtements, alors que ce soit en France ou que ce soit ailleurs. Mais en tout cas, on ne cache plus. Et aujourd'hui, ce qu'on doit, c'est ce qu'on doit emmener les marques à faire de plus en plus. Et à côté, j'ai pris ce grand Jacques Mus, alors qui aujourd'hui, c'est un grand communicant, c'est quelqu'un qui a effectivement ouvert sa vie privée, mais en tout cas, même en cette période de crise sanitaire, a pris la parole régulièrement et ça donne une grande humanité à ce monsieur qui fait finalement, à la base, des beaux défilés avec des collections, mais qui a ouvert son monde aux autres. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'il faut faire quand je parle de humaniser et incarner votre prise de parole après le 11 mai, c'est ouvrir. Alors, je ne parle pas d'ouvrir toute sa vie privée, je parle simplement d'emmener de plus en plus de transparence et d'humanité dans vos prises de parole. J'ai pris cet exemple de petit bateau que je trouve, alors ce n'est pas c'est pas une marque qui est jeune, mais qui en tout cas a vraiment compris ce message de montrer les gens qui font. Donc, j'ai ancré la communication sur l'humain, de la sincérité, de l'empathie. N'hésitez pas à dire ça va être compliqué. Effectivement, nous allons réouvrir nos magasins. Nous allons peut-être vous accueillir moins longtemps dans la journée. Mais n'hésitez pas à partager, à dire la vérité. C'est la façon dont communique la génération Z que je connais bien. Euh, il n'y a pas de frontières. Ils disent ce qu'ils pensent. Je fais juste une petite aparté parce que je pense que c'est essentiel. Aujourd'hui, la génération Z a pris un réseau social qui s'appelle TikTok. Et moi, je suis extrêmement surprise. Cette génération-là parle de façon complètement ouverte de tous leurs problèmes et sans honte. Et c'est vraiment un besoin, je pense, qui est fondamental chez nos consommateurs dans la mode. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe derrière sans faire semblant finalement. Même si la mode doit toujours faire rêver, on a besoin de moins en moins de faire semblant. Et quand je parle d'ancrer les fondamentaux sur les collections, donc là, je m'adresse à 80% sur les marques qui ont une histoire un petit peu plus longue, qui ont des marqueurs très forts. C'est, comme je le disais tout à l'heure, après cette crise de 2008, il va y avoir une prise de parole sur les collections à alléger.
de toute manière, les productions ne sont peut-être pas toutes arrivées pour l'hiver. Il va falloir faire des choix parce que certaines usines ne sont peut-être pas ouvertes. Donc, c'est aussi une opportunité, à mon sens, formidable pour ces marques-là d'avoir un retour sur les basiques, sur les icônes de vos marques, de choisir en fonction de la taille des collections. Et puis, si on est un chausseur ou si on est un maroquinier ou si on fait du textile, on n'a pas non plus la même largeur de collection, mais choisir un, deux ou cinq produits, des tissus qui sont emblématiques et répétés sous différentes formes. Iconiser un produit, et c'est vraiment alors mon expérience chez ce grand équipementier qui est fondamentale et que j'ai vu cette stratégie reprise et qui est une stratégie gagnante en temps de crise, c'est répéter le message sous différentes formes. Donc, attendez, excusez-moi parce que j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Décliner les bestes en optant pour des options durables. Aujourd'hui, on sait que nombreuses marques déstockent parce qu'elles ont besoin de déstocker à la fin si les soldes n'ont pas été suffisamment bonnes ou s'il y a eu trop de production. Moi, je pense que innover dans sa communication sur les collections, c'est pourquoi pas ces stocks dormants, soit les faire travailler avec le nombre de personnes qui aujourd'hui proposent de l'upcycling. Ça a été une prise de parole très forte d'ailleurs pendant cette crise sanitaire, peut être une solution d'iconiser vos produits qui sont en stock et de leur donner de la valeur et en plus d'avoir quelque chose qui est cool et qui est customisé et qui est dans l'air du temps. Euh, excusez-moi, s'appuyer sur le local, c'est aujourd'hui, même si on est une grande marque à envergure internationale, s'appuyer sur des collectifs locaux dans 3 grandes villes en proposant les stocks qu'on peut avoir d'anciennes collections sur les icônes aujourd'hui également présents dans votre collection, c'est important parce que la stratégie de carry-over, j'ai envie de dire post-crise et peut-être sur les 2 prochaines années, risque d'être extrêmement importante pour sécuriser évidemment vos appros et sécuriser le sell-out et le sell-through. J'ai mis le seeding. Les marques aujourd'hui qui peuvent se le permettre, le seeding sur vos icônes sera fondamental aussi pour les faire reconnaître. Il y a peut-être des marques qui, ces dernières années, ont étendu leur collection par un besoin de merchandising, par un besoin de retail. Mais aujourd'hui, si on veut communiquer sur nos icônes, il va être important également de les faire renaître, donc à travers des photos, à travers une prise de parole constante, sans chercher non plus des layouts très graphiques ou chercher absolument la perfection, mais il va falloir chercher aussi l'instantanéité. Et le seeding, c'est-à-dire pouvoir donner une partie des produits de stock précédent, peut être aussi un outil fondamental. Et puis faire durer ces collections en boutique et communiquer pour coller à la temporalité. Je pense que j'ai vu ce matin, je crois que je ne sais plus quel pays a décalé ses soldes, je crois que c'est la Belgique au 1er août. Quand Armani dit que effectivement, les produits d'été doivent rester jusqu'en septembre, c'est peut-être vous d'innover, de dire voilà, nos collections seront présentes jusqu'en boutique sans solde, mais avec peut-être une valeur ajoutée parce que vous l'aurez fait upcycler ou parce que vous aurez ressorti des vieilles collections, enfin pas des vieilles, excusez-moi pour ce terme, des collections un peu plus anciennes. Mais en tout cas, cette volonté de faire durer la mode et d'avoir une notion de durabilité. Je vous ai mis cela parce que après 2008, ça a été pour Lacoste l'opportunité et l'occasion de réiconiser son polo. Lacoste après 2008, c'est là où toute la mesure de le merchandising qui est devenue une école pour nombreuses de marques a pu prendre la parole parce que c'est après cette crise qu'il a fallu se reconcentrer sur ses fondamentaux et en faire une force de frappe et décliner plutôt des couleurs que des collections. Et bon, après le succès de Lacoste s'en est suivi, mais en tout cas, ça a été fondamental et ça a été une opportunité. J'ai mis également Barbour qui a repris la parole sur son icône également après 2008, ce besoin de rassurer, ce besoin de revenir vers des fondamentaux. Et puis, j'ai mis le sac pliage de Longchamp qui a fait appel justement à des créateurs, Jérémy Scott, qui n'était vraiment pas connu de tout le monde, et qui a donné son produit iconique à un certain nombre de créateurs pour iconiser et répéter le message, parce qu'il y avait un besoin de raccourcir les collections. Donc, en synthèse, ancrer sur les fondamentaux des collections, donc iconiser, répéter, collaborer et s'appuyer sur les basiques.
Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 avril et je pense que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui? Quelle que soit finalement la façon que vous ayez choisi de communiquer pendant cette crise sanitaire. Peut-être que vous avez beaucoup communiqué, peut-être que vous avez fait des masques ou des blouses, peut-être que vous n'avez pas beaucoup communiqué parce que vous attendiez. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, il est fondamental de se dire, pour ma marque, il faut que je marque un point d'arrêt et je dois trouver ce moyen de communication maintenant. L'analyse est fondamentale. Quelle que soit la taille de vos communautés, quelle que soit l'histoire de votre marque, vous avez aujourd'hui un nombre de faisceaux importants, que ce soit les retours des commentaires sur vos réseaux sociaux, le taux d'ouverture de vos newsletters, vos clients, vos prospects qui ont communiqué avec vous sur Facebook, les commentaires. Vous avez vu aussi, si vous avez un site e-commerce, le pourcentage. Hier, j'ai entendu justement Guillaume Gibault qui disait que le site français fait plus 50% par rapport à l'année dernière. Moi, sur notre portefeuille de clients, c'est exactement la même chose. On voit le e-commerce qui a explosé par rapport à l'année dernière. Vous avez encore la possibilité à partir de maintenant. J'ai engagé certains de mes clients à faire ça parce qu'ils étaient vraiment perdus sur leur façon de communiquer en ce moment. Je leur ai dit, mais posez simplement la question à vos clients en story. Qu'attendez-vous aujourd'hui Qu'attendez-vous de nous aujourd'hui? Donnez-leur la parole. Aujourd'hui, on est dans un temps où la parole est importante, l'échange est important. C'est un outil fondamental. Si les marques, il y a 20 ans, avaient eu cette possibilité-là, là, on n'a plus besoin de faire des analyses poussées à travers des études de consommateurs sur des panels. Vous avez la possibilité de parler en direct avec vos clients et de leur demander qu'est-ce que vous attendez de nous demain, quelles seraient vos attentes, si vous avez une boutique. En tout cas, donnez-leur la parole et aller chercher cette source-là. Chercher en tout cas des indicateurs et bien sûr analyser les produits qui ont été vendus en ce moment pour que ça vous donne une espèce de fil conducteur. Sur le positionnement, je pense qu'il est important de faire un choix. Alors, peut-être suite à ce webinaire et nos échanges ensuite, c'est qu'est-ce que vous pouvez changer? Je sais qu'il y a un certain nombre de marques aujourd'hui, peut-être qui sont présentes ce matin, mais qui en tout cas adhèrent à la Fédération française du prêt-à-porter féminin, qui communiquent déjà de manière très transparente sur leurs équipes, sur leurs matières premières, et qui se disent: «Oui, mais j'en ai déjà beaucoup fait». Bah, peut-être que c'est le moment d'en faire encore un petit peu plus, d'aller encore un petit peu plus dans l'échange et la transparence. Et puis surtout, préparez-vous à l'action. C'est fondamental. Un rétro-planning est fondamental sur votre prise de parole. Une newsletter après le 11 mai, même si votre activité a continué, si vous étiez un pure player, c'est fondamental de se dire: «Préparez-vous, on va être là». Préparez votre contenu. Ne cherchez pas à faire des photos, de collections très travaillées. Soyez spontanés. Aujourd'hui, ce qui va être fondamental, c'est parler souvent. Donc il vaut mieux se dire, je vais faire 100 photos, je vais faire des capsules vidéo avec mon iPhone, mais je vais donner du vrai. Je vais être présent, je vais occuper le terrain pour que mes clients, mes prospects, mon écosystème sachent que je suis là, plutôt que de se dire on va faire un shooting photo et tout ça. C'est vraiment parole à la spontanéité. Les soldes, effectivement, on va avoir sans doute des conseils de ce qui va se passer avec les soldes, mais que ça se prépare aujourd'hui. La production, cela va sans dire. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous faisons, en sorte de préparer aussi les industriels français à la relocalisation parce que je pense que ce sera fondamental pour les marques françaises. Et puis votre organisation, je finis par ces 2 points, organisation et merchandising. L'organisation, je pense vraiment que demain, un certain nombre de marques sur les métiers, tout le monde ne va pas rester à sa place. C'était déjà une tendance très forte, mais je pense que certains commerciaux deviendront plus community managers. Certaines personnes qui étaient peut-être plus dans les appros vont devoir prendre également plus la parole en termes de communication. En tout cas, votre organisation interne, que vous soyez 3, que vous soyez 15 ou que vous soyez 100, à mon avis, va devoir également avoir un système un peu plus poreux sur les prises de parole et sur les communications. Et puis sur le merchandising, effectivement, et là je parle plus de retail, il va falloir
avoir une prise de parole différente sur la façon dont disposer vos articles en boutique, parce que ne serait-ce que déjà par le besoin de ces gestes barrières. Et puis surtout, comme je disais tout à l'heure, si vous devez iconiser certains produits en merchandising, il va vraiment falloir que ces icônes deviennent vos produits stars en merchandising. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai dépassé un tout petit peu le timing. Et ce Non, n'est c'est pas parfait, facile de Carole. faire, j'ai l'habitude de faire des conférences avec des gens en face de moi. C'est très spécial de se dire que des gens nous écoutent et que j'ai juste mon écran noir ici. Voilà. Mais tu étais parfaite. Merci beaucoup. Merci Mathias. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Carole? Moi, j'en ai une personnellement. Alors, oui, il y en a une qui vient de tomber. Non, c'était juste un remerciement qui nous dit que c'était Alors, très moi, intéressant. j'ai une question, Mathias, si tu veux. Merci beaucoup, Carole, c'était passionnant. Merci, c'est gentil. Je note 2 points dans ton intervention. Un, c'est qu'il y a 2 axes, en fin de compte, qui existent. Un axe digital d'un côté et un axe écologique. Et qu'on doit travailler dans une direction, l'un dans une relocalisation, par exemple, ou dans des tissus bio, ainsi de suite. Et de l'autre côté, on doit utiliser tous les outils digitaux. Je reviens en fait dans ce que tu veux dire, parce que est-ce que tu crois que les deux peuvent se compléter? C'est-à-dire, est-ce qu'une marque peut avoir un discours très digital d'un côté et en même temps paraître justement très écologique de l'autre? Est-ce que les deux sont antinomiques ou est-ce que les deux vont ensemble? Pour moi, les deux ne sont pas antinomiques puisque, alors, écologique, moi, à mon sens, c'est surtout parce que les marques, certaines ont 1% de leur fabrication qui est bio, d'autres c'est 20, certaines ont déjà un sourcing très éthique, d'autres pas du tout. Donc, c'est en tout cas tout l'effort qu'on va mettre pour changer sa collection, essayer d'être un peu plus durable. Mais le digital, pour moi, aujourd'hui, est fondamental à 2 niveaux. Il est fondamental pour la communication. C'est-à-dire que si vous faites des choses différentes, un peu plus durables, il va falloir le communiquer. Et le digital est aujourd'hui le levier numéro 1. Et de l'autre côté, le digital, c'est aussi le e-commerce. Donc, c'est une nouvelle façon de vendre. Et on le voit bien pendant cette crise sanitaire. Tout le monde s'est dit, mais si je ne suis pas plus player sur le web, au prochain Covid, à la prochaine crise, le retail étant tellement bouleversé par tout cela. Donc pour moi, ce n'est pas antinomique. Ce sont d'un côté ces nouvelles initiatives d'une marque pour se dire comment est-ce que je vais devenir plus responsable, comment est-ce que je vais pouvoir faire différemment, et de l'autre côté, c'est comment je vais le communiquer et le vendre. Donc pour moi, ce sont deux choses qui se complètent. Okay. Il y a une question. Pardon, allez-y. Merci beaucoup, Carole, pour cette présentation. Moi, j'avais une question parce que, par exemple, nous, notre marque, on est très présent. Enfin, on fait surtout du B2B. Donc, on travaille beaucoup avec les petites boutiques multimarques. Et je me demandais justement comment on pouvait accompagner ces boutiques parce que leur avenir est un peu incertain. Et ça va être beaucoup plus difficile de se relever. Et comment on pouvait appliquer justement tous ces principes avec eux? Ce que vous me dites, alors je peut-être voulais pas la nommer, c'est que vous êtes une marque qui vend surtout à des wholesalers, mais vous n'avez pas de site e-commerce et surtout de la vente wholesale. C'est bien ça? On va dire que le chiffre d'affaires est beaucoup plus sur le wholesale que sur le e-commerce. Voilà. Ouais. Alors, c'est une problématique que j'ai connue dans ma carrière. Et pour moi, ce qui est fondamental quand on travaille avec le wholesale, et ça, dans 2 grandes marques pour lesquelles j'ai travaillé, où on a été challengé sur le wholesale. La première chose, c'est, et si mon amie d'une de mes précédentes entreprises est encore présente, va sourire, ça lui rappellera des choses, c'est vos assortiments à vos boutiques multimarques. Pour moi, c'est fondamental de driver votre assortiment. C'est-à-dire de leur expliquer, parce qu'ils ont tendance en wholesale, et par expérience, même aujourd'hui très présente avec certains de nos clients, à venir et finalement faire leurs achats. Je pense qu'aujourd'hui, c'est
à vous de dire cet assortiment-là, parce que certains produits de votre collection sont fondamentaux, parce que vous savez que vous avez des appros, parce que vous savez que vous allez pouvoir faire des carry-over et que vous allez pouvoir communiquer dessus et donc répéter le message. Je pense que la première chose, c'est à vous de driver les assortiments auprès de ces wholesalers, quitte à les réduire en termes de largeur d'assortiment, mais d'avoir plus de profondeur pour que ce soit impactant. Et ensuite, la seconde chance, vous voyez, c'est un joli lapsus. La seconde chose que je vous amène à faire, et quand je parlais tout à l'heure des photos, le contenu, il est vital aujourd'hui pour une marque. C'est quelque chose, pour ne pas les citer, c'était le fer de lance quand j'étais chez Ralph Lauren sur les wholesalers, c'était de leur apporter un max de contenu, c'est-à-dire de la photo. Il y a une marque pour laquelle je travaille aujourd'hui sur l'agence qui a son réseau à 90% basé sur des wholesalers. Et malheureusement, eux, ils sont le relais de cette marque. Et ce n'est pas toujours très heureux la façon dont ils mettent en avant cette marque. Et donc, moi, ce que j'engage à faire, c'est vous faites des photos, et une nouvelle fois, sans que ce soit des photos de Testino ou d'un autre, c'est faites un maximum de photos qui vous ressemblent à votre marque, mais beaucoup, et c'est vous qui les poussez à prendre la parole sur leurs comptes sociaux à eux, mais avec votre image. Pour moi, ça, c'est fondamental sur le wholesale. Le wholesale, même si ce sont des vrais partenaires et qu'on a besoin d'eux, c'est fondamental qu'ils aient la collection que vous avez décidée. C'est-à-dire, c'est pas quand ils viennent en showroom, c'est vous qui donnez l'assortiment. Et de l'autre côté, que ce soit vos contenus que vous diffusez et les accompagner. Je sais que c'est compliqué quand on a 100 ou 150 wholesalers, mais pour moi, les accompagner, les appeler très, très régulièrement pour savoir est-ce qu'ils ont bien posté les bonnes photos, est-ce qu'ils ont bien relayé, comment se passent les produits. Pour moi, ce sera fondamental dans votre business avec les wholesalers. Ok, super, merci beaucoup. Merci Carole. Il y a une question qui est tombée sur le fil du Teams que je trouve intéressante. Tu parlais de communiquer sur la relocalisation qui allait arriver et deux personnes nous alertent sur attention à ne pas faire du relocalisation washing, c'est-à-dire ne pas oublier ce qui est fait à l'international. Donc, comment jongler avec tout ça? Alors, je vous remercie pour cette question parce que le projet Résilience, donc on a confondé il y a un mois et qui est en train de prendre une ampleur assez phénoménale en un mois, c'est la première chose que j'ai dite. Moi, je lutte contre le greenwashing et je lutterai contre le Made in France et la relocalisation washing. Et ça, soyez certains que vos clients le verront. Vous savez, ça a déjà commencé le Made in France washing. On le sait pertinemment que certaines marques vont ou vous nous faisiez appel à notre agence en disant tu peux me faire 4 produits Made in France et puis on allait mettre 100% de la com dessus. Sachez une chose, c'est que pour éviter cette relocalisation washing, une chose est essentielle, c'est de dire, et c'est là où l'humilité est extrêmement importante, c'est j'ai décidé, c'est un mot simple, j'ai décidé que 2% de ma collection deviendrait Made in France. J'ai décidé que 5 produits de ma collection seraient fabriqués en Europe. C'est-à-dire, si vous mettez des chiffres tangibles, vous montrez à vos clients votre volonté, vous montrez votre humilité et surtout, vous montrez que vous êtes vrai. Et si derrière, effectivement, vous avez des retours clients, ah, vous faites que 5%, que 10%, bah, ouvrez les choses, mais c'est déjà impactant. On va déjà réduire une partie de nos collections. Il y aura déjà deux freight en moins depuis l'Asie. C'est parce qu'on va nous attendre ici, on va nous attendre sur le changement, mais on va aussi nous attendre sur faites pas n'importe quoi parce que, vous savez, aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas crédules. Hein. Ça, c'est vraiment, vraiment. Et plus ils sont jeunes, moins ils sont crédules. Donc, le greenwashing fonctionne de moins en moins. Et je pense que le Made in France washing aussi sera bien décrié. Super, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, on vous entend. J'ai une petite question, est-ce que c'est possible? Bien sûr, allez-y. Une dernière question, on n'a plus le temps après. Oui, bonjour, merci pour votre intervention, c'était vraiment magnifique. J'ai une petite question. Oui. Alors, vous avez parlé de marques qui existent depuis très longtemps, qui ont des noms, et de petites marques. Oui. Existe-t-il des collaborations, parce que vous avez parlé du clean aussi, existe-t-il
style de collaboration entre petites marques qui travaillent dans l'upcycling et de grandes marques. Quand je pose la question, parce que les marques d'upcycling, leur seul problème, c'est les ressources et la matière. Et les grandes marques se trouvent avec trop de matière aujourd'hui qui ne savent pas trop quoi en faire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne relation? Est-ce que vous poussez vers ça? Et est-ce qu'il existe des exemples dans ce domaine? Alors, c'est un sujet qui était un sujet d'actualité. Enfin, je suis désolée, ne bougez pas. Ne bougez pas. Parce que ça sonne chez moi. Ne bougez pas, j'arrive, parce que la question est extrêmement intéressante et j'ai une réponse à vous donner. Hop. Nous sommes pendus à tes lèvres. Me voilà. Alors, la question est extrêmement intéressante. Juste avant justement cette crise sanitaire, l'upcycling aujourd'hui est devenu une espèce de marotte, mais ce sont des couturières versus des tissus industriels. On était avec une grande marque en train justement. Donc moi, j'aime pas faire des interventions et parler de moi, de mon agence. Donc je vais pas le faire. Mais effectivement, on est en train de faire de l'upcycling industriel à grande échelle. Parce que pour moi, c'est fondamental. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez deux modèles qui ont du mal à se rejoindre. Et surtout, on a beaucoup de mal à faire ce qu'on appelle une structure de prix. C'est-à-dire une grande marque qui va fournir des tissus d'un côté, et puis des petites couturières qui vont chacune à leur façon faire de l'upcycling, et comment est-ce qu'on revend ça derrière. Donc c'est un peu le business model de l'upcycling qui est compliqué en ce moment, mais des agences derrière, en tout cas des mouvements sont en train de se créer pour industrialiser l'upcycling. Parce que mais ça c'est une grosse... on a vu que ça a été une tendance micro, mais qui a beaucoup de mal finalement à devenir un business model. Et pour moi, c'est une des choses fondamentales à aller pousser. C'est les approches de tissus, les stocks restants, et comment est-ce que tous ces acteurs de l'upcycling, qui généralement sont des artisans et des artistes, comment est-ce que ces deux peuvent collaborer? Je dirais que c'est en cours, puisque je suis vraiment dans ces sujets-là à côté, mais qu'aujourd'hui, c'est au balbutiement. Ok. Merci beaucoup. Merci, désolé, il y avait d'autres questions, on n'a pas le temps d'y répondre, on doit te libérer. Mais n'hésitez pas à les poser sur le compte Telegram, on pourra éventuellement prolonger la discussion, si tu as un petit peu de temps à nous consacrer. Moi, je peux rester connectée, bien sûr, et répondre à vos questions avec plaisir. C'est très gentil, merci. Merci Carole, merci à tous. Merci Mathias, merci à tous. Écoute, super. Un petit rappel juste de ce qui va venir sur Telegram et Teams. Demain, on fait à 16h30 un aparté d'une vingtaine de minutes, comme on a fait hier avec Guillaume Gibaud, avec Frédéric Mauss du salon Who's Next, donc il nous parle un peu de nous faire un point sur le salon et comment il voit les choses. Et jeudi, on aura une matinale à 9h45 qui fera un point sur l'état des lieux des capacités de production en France et en Europe. Et enfin, pour rappel, cette matinale est enregistrée, donc vous pouvez trouver la présentation de Carole et l'enregistrement dans la rubrique ressources de notre site internet. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent ce matin et à jeudi. Merci Carole. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.